Bonjour à tous, je commence ici donc un chapitre qui concerne la montée de l'absolutisme en Europe à l'époque moderne. Je vous rappelle que l'époque moderne va en gros de la Renaissance jusqu'à 1789. Vous avez donc devant vous un célèbre portrait de Louis XIV réalisé par le peintre Rigaud en 1701. Et on voit que cette image est très révélatrice de la puissance royale et de l'absolutisme. On aperçoit déjà quoi? Toute une série d'objets symboliques et de détails lourds de signification. Alors je pense que vous en avez repéré déjà plusieurs. Il y a là le sceptre, symbole du commandement. Vous avez donc la couronne, élément pareil de puissance, de commandement, puis qui rappelle aussi que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, que son pouvoir absolu vient de Dieu. En France, c'est Bossuet qui a théorisé cette idée que la puissance du roi vient de Dieu. Ensuite, il y a l'épée qui est symbole du pouvoir exécutif, du pouvoir du roi de faire la guerre et de commencer, de mettre fin au conflit. Vous avez enfin des vêtements de grande qualité en soie et en velours, avec des fleurs de lys qui rappellent en fait que à l'époque on ne parle pas de la France, mais on parle du royaume ou du royaume de France, c'est-à-dire que la France est avant tout la propriété du roi, et que la France c'est le roi, c'est la propriété du souverain. Donc vous voyez qu'à travers cette simple image, on voit très bien l'étendue des pouvoirs ici de Louis XIV. Donc là, c'est le thème 3 qu'on commence, donc l'État à l'époque moderne, France et Angleterre. Et ce chapitre, c'est l'affirmation de l'État dans le royaume de France, l'affirmation de l'absolutisme. En introduction, je vous ai mis donc ce petit paragraphe. Nous avons vu précédemment l'Europe du Moyen-Âge dominée par le pape catholique puis les changements cruciaux apportés par la Renaissance. Vous vous souvenez, la réforme des protestants, les découvertes scientifiques, les bouleversements dans les arts, tout ça, la naissance de l'humanisme. Et bien tout ça, c'est-à-dire l'humanisme, les découvertes, les changements, les protestants, ça renforce la puissance de l'État qui s'incarne en une seule personne, le roi. Hein, c'est la fameuse phrase qui ne vient pas de Louis XIV, qui a été attribuée après coup à Louis XIV, mais c'est pas tout à fait ça. L'État, c'est moi. Cette phrase, même si elle n'est pas d'époque, elle est quand même très révélatrice. Sachant que beaucoup de Français font encore aujourd'hui un raccourci simpliste entre Louis XIV et Hitler, il nous faut étudier précisément les pouvoirs du souverain et la manière dont il en fait usage. C'est-à-dire qu'il nous faut aller chercher dans les détails et dans les précisions pour voir exactement qu'est-ce qu'est capable de faire Louis XIV ou Louis XV pour ne pas tomber en fait dans les préjugés. Parce que sur ce roi, sur Versailles et sur la France de cette époque-là, il y a beaucoup de raccourcis et de préjugés. Problématique du coup, pourquoi un roi comme Louis XIV est-il nettement plus puissant qu'un souverain du Moyen-Âge comme Saint-Louis, ou j'aurais pu prendre Philippe le Bel? Pourquoi peut-on dire que la France moderne est caractérisée par un État fort? Alors, si vous avez bien compris, j'ai utilisé plusieurs fois le terme d'État. Alors, je donne une précision tout de suite. De la même manière que vous avez l'Église avec un E minuscule ou l'Église avec un E majuscule, vous avez l'État avec un petit e, c'est le pays, tandis que l'État avec un grand E, c'est en fait le gouvernement d'un pays ainsi que son administration, c'est-à-dire ses fonctionnaires. Donc dès que vous dites l'État, c'est pas simplement les gouvernants, hein, pas simplement les ministres, ceux-ci, tous ceux qui sont dans les rangs d'en dessous. Hein, ça peut être des juges, ça peut être pour l'époque, donc ça peut être par exemple des baillis, ça peut être des sénéchaux, ça peut être des intendants, etc. C'est tous les fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement. Grand 1, une monarchie centralisée, guerrière et étendue. Pour être précis, c'est le royaume qui est étendu. Et on va voir que beaucoup de choses partent du château de Versailles, qui est le cœur du pouvoir et le cœur de la société de cour. La société de cour, c'est un concept qui vient d'un sociologue qui s'appelle Norbert Elias, pour information.
et on va procéder par une étude de cas. Alors avant celle-ci, une petite précision, ou plutôt une illustration, c'est une vue donc de front du château de Versailles tel qu'on le voit aujourd'hui. Vous voyez donc au premier plan une statue, typiquement au look antique, et puis vous avez cette immense façade du château avec des fenêtres en fait qui se comptent par dizaines sur à peu près 3 étages. Et vous voyez que au fond, hein, au second plan, les personnes apparaissent quand même petites par rapport à la hauteur du château. Alors certes, c'est pas la tour Eiffel, mais vous voyez que si le château est large, il est quand même plutôt haut. Alors, l'étude de cas, c'est quoi? Mais en fait, il va falloir que vous fassiez chez vous les questions suivantes. Donc là, que j'ai numéroté Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5, à partir des documents de votre manuel d'histoire hein, de l'éditeur Hatier, avec les docs pages 176, 177, 178, 179. Alors attention, il y a un peu comme un piège, vous faites bien les questions que vous voyez ici, vous ne faites pas les questions du manuel. Le manuel vous apporte juste les documents. Les questions qu'il faut faire, c'est celles que vous avez sous les yeux en ce moment. Donc prenez le temps de le faire, par exemple pour mardi, on pourrait se mettre d'accord pour cette date, pour le faire sérieusement. À côté, je vous ai mis donc le château de Chambord pour vous montrer qu'il n'y a pas que Versailles. Avant Louis XIV, avant Louis XIII, vous avez donc François Ier qui aménage ce château de la Loire et il en fait déjà à cette époque le cœur de son pouvoir et le siège de sa cour. Et déjà à l'époque, Chambord apparaît comme un monument et il apparaît artistiquement, esthétiquement comme un ouvrage de grande valeur, hein, de grand intérêt. Donc bon courage pour faire ces questions. Si vous avez le moindre problème, quelque chose que vous ne comprenez pas, un mot que vous ne comprenez pas ou une question que vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un message. D'accord ? Bon courage en tout cas et je compte sur vous pour faire ça sérieusement. Voilà, pour pas que vous perdiez un petit peu en savoir-faire, en réflexion et en compétences, il faut continuer de vous entraîner. Donc la correction, je la donnerai à un autre moment. Je passe à mon petit B maintenant que je suis lancé dans cette vidéo. Le roi étend et défend son royaume. Donc vu que la France à l'époque c'est la propriété du roi, eh ben le roi a le devoir de défendre la France, voire de l'agrandir. Et ça c'est tout ce qui en fait concerne la notion de roi de guerre. C'est-à-dire que le roi, qui est un peu l'héritier des chevaliers du Moyen-Âge, se réserve le droit de commencer une guerre, de terminer une guerre, de faire la guerre et d'utiliser la violence. Il se réserve l'usage de la violence guerrière. On le voit à travers cette carte que j'ai prise dans un manuel. Un petit peu en jaune-beige, vous avez la France donc avant le règne de Louis XIV, donc à peu près la France vers 1659, d'accord? Quelque chose à peu près comme ça. Et en orange, c'est tout ce que Louis XIV a conquis. Alors, vous avez au sud une partie du Languedoc, du côté par exemple de Perpignan. À l'est, vous avez la Franche-Comté, qui avant était une région française. Vous avez toute l'Alsace, qui est conquise par Louis XIV, notamment la ville de Strasbourg en 1680. Vous avez aussi une grande partie du Nord-Pas-de-Calais, avec notamment la place essentielle de Lille, Lille, grande ville française et métropole d'équilibre aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, c'est quelques petites taches au milieu de cette carte, mais c'est quand même non négligeable. Sachant que à chaque fois que la France s'agrandit de quelques villes, les royaumes voisins réagissent généralement et envoient leur armée, c'est quand même plutôt un exploit de la part de Louis XIV. Bon, évidemment un exploit coûteux qui se fait sur le dos des Français en termes d'impôts. Louis XIV fait aussi la guerre à l'intérieur de son pays. Vous avez des traits violets. Au sud, on s'est marqué Cévennes, la guerre des Camisards. Louis XIV a aussi envoyé son armée pour mater la révolte des Camisards, qui sont en fait des protestants. D'accord ? Donc il fait la guerre à l'intérieur et à l'extérieur de son royaume,
il étend son royaume et porte la guerre et la violence où il veut et quand il veut. Alors, pour tout vous dire, Louis XIV a participé à 4 guerres, sachant que la dernière, la guerre de succession d'Espagne, dure de 1702 à 1713, soit 11 ans, ce qui en fait une guerre longue et difficile, et qui crée une pression fiscale sur les Français. Pour gagner ces guerres, Louis XIV, encore lui, parce que c'est le meilleur exemple du genre, va beaucoup développer l'armée française. Il nomme au ministère de la guerre Louvois, qui est un personnage qui va vraiment beaucoup faire pour donner plus de moyens à l'armée française. Vous voyez que les effectifs de l'armée de terre passent d'à peu près 120 000 en 1648, donc peu de temps avant l'arrivée de Louis XIV au pouvoir, et ça monte en 1678. En 1678, d'ailleurs, il y a une petite faute, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, elle finit en 1689. Là, il y a une petite faute. C'est dommage que je repère ceci sur mon document, mais le tout, c'est que vous le sachiez. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est dans les années 1680, pour être précis. Donc, je reviens à mes propos quand même de base. Guerre de Ligue d'Augsbourg, 450 000 hommes, alors qu'avant, en 1648, on avait 120 000 hommes. C'est-à-dire que les effectifs de l'armée française sont quasiment multipliés par 4. Vous vous rendez compte, par 4. Donc c'est énorme. Je vous ai mis également ce texte pour compléter cette idée que la France, à cette époque, fait un gros effort d'équipement et de modernisation de son outil militaire. Je vous laisse le lire. Voilà, alors, ce qu'il faut repérer, c'est qu'avant Louis XIV, vous avez Richelieu, qui a joué un rôle important dans le développement de l'armée française et de la marine française. Donc, Louis XIV va développer l'armée française. Non seulement il va augmenter les effectifs, mais en plus, il va leur donner une arme efficace qui est le fusil à baïonnette, qui est en fait le croisement entre le mousquet et la lance. C'est le croisement des deux, donc c'est une arme particulièrement efficace. Il va aussi développer de plus en plus les uniformes pour les soldats français. Il va faire construire des dizaines de forteresses aussi, mais ça je le redirai plus tard. Et du côté de la marine, il développe beaucoup l'arsenal de Brest notamment, qui fonctionne selon une logique industrielle, avec des plans, avec une spécialisation des tâches, une division du travail, qui permet de créer des vaisseaux de guerre immenses à 3 ponts, c'est-à-dire 3 rangées en fait de canons, avec des vaisseaux qui vont atteindre 100 canons, et vraiment à la fin de son règne, même des fois 120 canons, notamment le vaisseau le Soleil Royal, qui va d'ailleurs participer au combat. Donc l'armée française est mieux équipée, plus nombreuse, plus moderne, plus efficace. Je vous ai mis du coup cette trace écrite qui résume ce que je viens d'aborder là sur la question militaire. Donc je ne fais là que répéter ce que je viens de vous expliquer depuis 5 minutes. Équipement, modernisation pour gagner les nombreuses guerres que le roi entreprend. Voilà, alors je termine ici donc ma vidéo, le grand 1 est terminé. Bon courage à vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, et puis je compte sur vous pour travailler sérieusement.